Malin. Et je vous salue tous les enfants. Et ça me rappelle mon enfance, parce qu'en première et en deuxième année, je suis venu dans cette classe. Elle est toujours à l'identique de ce qu'elle était à cette époque-là, sinon que les fenêtres ont été changées. Donc, je reviens très longtemps en arrière. D'accord, très bien. Ben, on va d'abord peut-être, avant que vous vous présentiez un petit peu, expliquer le projet, pourquoi on demande de venir aujourd'hui. Je vous écoute. Vas-y Célia, tu essayes donc parler aussi clairement, évidemment. On va vraiment venir ici pour nous informer de quelques questions qu'on a imaginées pour voir si c'était vrai ou si ça existait encore ou si ça n'existait pas encore. Par rapport à quoi, Célia? Au livre qu'on va créer. Et on va créer un livre sur quoi? Sur Rorschach. Sur Rorschach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de témoignages? On n'est pas assez grand pour explorer autour de l'école? Bah si, mais nous on n'a pas vécu dans l'ancien temps. Ah, donc notre livre, ce n'est pas un livre sur Rorschach aujourd'hui. C'est pour un livre il y a longtemps. Seulement sur il y a longtemps? Non, c'est pour Voilà. Se retracer un peu l'histoire de Rorschach. On va un petit peu expliquer à M. Royal les différents thèmes qu'on a dans le livre. Qui peut me dire un thème de son groupe? Sarah? Nous, c'est la guerre. Toi, il y a un groupe qui a le thème de la guerre à Rorschach. Eva? Le mode de vie. Le mode de vie des personnes. Il y a deux groupes séparés dans les modes de vie. Lisa? L'école. L'école de Rorschach. Oui. Nous, c'est les rues. Le village, les rues, la localisation, etc. Oui. La nature et le paysage, les bâtiments typiques. Nature, paysage, bâtiments typiques. Ce sont tous des chapitres de notre livre. Oui, Nathan. Le monument. Le monument aux et morts. Les bunkers. Les différentes... Comment, Chou? Et les bunkers. Et les bunkers. Oui. Les paysages. Oui, le paysage, ça, Anaïl a dit aussi. Voilà, donc ça, c'est tout notre thème. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Il y a juste, si à un moment vous avez besoin, on est allé la semaine passée repérer les trois, et donc j'ai des photos. Comme ça, vous, en les voyant, vous saurez leur dire, moi un peu moins que vous, évidemment, mais c'est là. Donc, voilà, je vous laisse... Ben voilà, j'ai fait la présentation tout à l'heure. Donc, encore, je me réjouis de me retrouver dans une classe qui était celle de ma prime jeunesse et je vous écoute pour les questions dont vous souhaitez avoir une réponse la plus circonstanciée possible. On peut sortir les questions. Ah ben oui, si vous avez des questions, du coup, c'est le Mais moment. vous me les dites assez clairement parce que vu mon âge, j'ai une oreille un petit peu plus difficile. Sarah? Quand il y avait la guerre, vous vous cachez où chez vous? Le 10 mai 40, qui est la date d'invasion de la Belgique, avec mes parents, nous avons ce qu'on appelait évacuer. C'est assez dire que on a rassemblé la famille avec les moyens de transport qui nous restaient et nous sommes partis en évacuation, qui veut dire qu'on se sauvait parce que nous étions à proximité d'une fortification importante qui était le fort de Baptiste et en supplément les souvenirs de nos parents de la guerre 14 n'étaient pas faits pour les rassurer. Donc, on s'est sauvés. Un périple qui nous a amenés, après 18 jours, oui, 18-19 jours, dans le midi de la France. Voilà, où nous avons été recueillis, donc réfugiés. On parle beaucoup de migrants et de réfugiés maintenant. Nous étions des migrants et des réfugiés de cette époque. Donc si vous avez une autre question concernant ça.
pas des questions sur... Non. Ok, Samuel. Oui. Pourquoi vous voulez reconstruire le monument? Le monument, il est reconstruit en partie. C'est ainsi dire que le monument avait à sa tête le lion belge qui terrassait l'aigle allemand. C'était un symbole de la guerre 14. L'occupant allemand n'était pas d'accord quand il est arrivé ici et il a fait décapiter le monument. Et réduit en morceaux la tête qui a été répandue dans un chemin. Voilà. Alors à la fin de la guerre, quand nos prisonniers de guerre et nos combattants, que la guerre s'est terminée le 8 mai, nous allons y être d'ailleurs, ils ont voulu reconstruire le monument, mais pas à l'identique, et ils y ont installé la stylisation d'une flamme. La flamme qui est synonyme d'espoir. Voilà pourquoi le monument est reconstruit tel quel. Donc c'est le 8 mai qu'il a été reconstruit? Non, il a été reconstruit dans l'année qui a suivi la fin de la guerre, donc probablement en 45 ou en 46 ou en 47. Je n'ai pas une date précise. Plus tard. S'il vous plaît. Plus tard, je l'ai connu comme ça, sur la flamme, à 50. Ah ben voilà, là, nous avons une précision que je n'avais pas. Mais c'est intéressant ce que tu demandes, Julien. Donc toi, tu avais l'impression que la flamme, elle avait été déposée là le jour de la libération. Ben, Ça, le jour de la fin. J'étais pas sûre. Oui, mais c'est intéressant. Parce que tu parles du 8 mai, qui est une date importante aussi, évidemment. Célia. Je fais partie de mode de vie. Est-ce que vous aviez des maisons comme nous maintenant, bien solides ou fait comme nous maintenant, ou je sais pas m'expliquer, mais comme des briques, on va dire, c'est comme ça, vous avez des maisons solides comme ça? Les maisons qui existaient à cette époque-là étaient d'une construction très solide, mais fait avec des matériaux un peu différents. C'était surtout la pierre qui était extraite des environs, parce que nous avons un sous-sol calcaireux, et ils trouvaient des matériaux sur place. La brique existait aussi, mais le style de maison que vous connaissez maintenant n'existait pas. Il faudrait plutôt reprendre quelques maisons anciennes qui vous donnent l'image du style d'alors. Est-ce que vous fêtiez à la maison la Saint-Nicolas, Noël et tout ça, et vos parents vous donnaient des cadeaux? Ah oui, Saint-Nicolas, c'était quelque chose que l'on attendait. Mais la profusion de cadeaux que vous voyez maintenant n'existait pas. Le plat principal, c'était des noix, des noisettes, à cette époque-là, un peu d'orange et quelques chocolats ou quelque chose. Ça se résumait à ça. Mais la Saint-Nicolas, on se réjouissait la nuit. Voilà. À la guerre, il y avait des gens qui ont été à la guerre et que vous connaissiez? Oui, certainement. Nous étions petits. Moi, à ce moment-là, j'étais un enfant. Mais quand les soldats qui ont été prisonniers sont revenus en 45, oui, plutôt même un peu. C'est une précision, Hubert. Nous sommes rentrés en 45. 45. Nous avons découvert des adultes que nous ne connaissions pas. Parce que nous étions trop jeunes au départ.
Donc, nous les avons accueillis comme des personnes que nous n'avions jamais vues. Au fond, c'est ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, ça va? Ça y est. Moi, on n'a pas vu les bunkers qui sont là-bas, on les a pas vu dans Ouh, mes petits filles. Pour le dire en wallon, c'est assez dit que c'est assez difficile. Tu as vu la masse de béton? Ce ne sera pas facile de mettre ça sur une charrette, tu sais. Ah oui, mais c'est pas un camion qu'il faudrait. C'est presque un bateau. Louise. Pourquoi les bunkers existent toujours? Ah, parce qu'ils sont tellement construits d'une façon très solide, puisqu'ils devaient résister à des tirs d'obus. Ils ne se détruisent pas comme ça. Dans 50 ans, ils seront toujours là. Mais j'espère qu'ils n'auront jamais plus d'utilité. Comment faisiez-vous la lessive? Ah, je voudrais le demander, c'était vite fait la lessive, il y avait une grattine. C'était surtout les mamans qui s'occupaient de la lessive. Là, c'était une grattine que l'on mettait, où on mettait de l'eau, on mettait chauffer l'eau. On y trempait le linge. Méthode ancienne, mais quand même assez efficace. Les mamans barbouillaient ça le plus possible, les rinçaient et les mettaient vergées. Ce qui veut dire qu'on les étendait sur l'herbe pour que le soleil et l'air les blanchissent. Puis alors on les mettait sécher. Voilà. Savez-vous quand les rues de Grand-Richard ont-elles été asphaltées? Quand? Elles ont été asphaltées. Oh! Les routes de Grand-Champ étaient asphaltées. J'aurais bien difficile de vous répondre, peut-être que Henri. 1950. Voilà, vous aurez une date. Et Le village. Oui, le village, c'est ça. Oui, parce Les autres, c'est plus tard. Oui. Je sais que, bon Dieu l'âme de mon père, en 47, oui, en 47, il avait fait asphalter, couvrir d'asphalte, la place que vous avez ici. Moi, j'ai deux petites questions à poser. Est-ce que vous savez quelle arme utilisaient les Allemands pour détruire et pour... Je ne saurais pas vous dire le type d'armes qu'ils employaient. Ce que je puis vous dire, c'est qu'elles étaient très efficaces. La deuxième question, c'est est-ce que vous saviez en quelle couleur les Allemands étaient habillés? Oh, vert de gris. C'est une couleur qui leur est restée. Un vert de gris était devenu une injure. Tellement la couleur des soldats allemands était abhorrée. Abhorrée, ce qui veut dire que rejetée. Si on essayait, les amis, pour le moment, de rester dans la guerre, justement, peut-être, parce qu'on passe de la guerre au moderne, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et on avait les questions par rapport au bunkers, au fortin, etc. Essayez un petit peu de rester dans le sujet guerre pour le moment. On fera par thème, d'accord? C'est plus facile pour monsieur aussi, c'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour prendre note. D'accord? Jus. Pourquoi est-ce que les bunkers, ils ont été construits là et pas autre part? Pourquoi? Pourquoi ils ont été construits là Les fortins. Ah, parce que là, nous allons entrer dans un détail qui est, enfin, une explication qui est très importante. Grand Rochet avait une oreille et un œil
en permanence reliés au fort de Batis. Je suppose que vous avez pu voir cette construction qui existe rue des Schnapp. On a vu les trois, Oui. mais c'est ça qu'ici on remontre un plan où ils sont situés tous les trois, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps pour... Voilà, oui. Là, on voit les trois, vous voyez, sur la carte. C'est ça, oui, oui. Et alors après, on a les photos qu'on a prises avec les enfants, alors. Vous voyez, celui-là, là-bas, on voit un peu en plus gros ici. Oui. Et puis alors, on a dû chercher un peu plus le deuxième, hein, qui était ici. Et on a encore dû chercher, évidemment, un peu plus le troisième, qui lui est complètement recouvert de lierre. Celui de la rue des Schnapp. Oui. C'est le principal. Comme je viens de vous dire, c'était l'œil et l'oreille du fort de Batis. Il y en avait plusieurs. Donc, il était relié en permanence, il était occupé en permanence par des soldats de l'armée belge en communication avec le fort de Batis, dont il renseignait tous les mouvements des troupes allemandes. Ça nous amènera à une autre question. Le fort de Batis, il y a encore les canons, on les a remplacés, mais on voit encore les endroits et les canons qui passaient dedans avec les balles. Oui, il y en a encore, il y a quelques vestiges. Oui. Quelques vestiges. Pourquoi Ils ont été mis. sur la rue des Snacks? Pourquoi Ah, ils sont mais situés tous comme je viens de le dire il y a un instant, c'était l'oreille et les yeux, l'œil du fort de Batis. Les autres fortifications que vous voyez qui ont échelonné tout notre paysage, par exemple à Triboumeau, par ici, entre l'Erchin, ces fortifications-là n'ont pas été occupées. Il n'y avait que le fort, l'oreille de la rue des Schnack qui avait une fonction militaire permanente. Moi, j'ai deux petites questions. Pourquoi ils ne sont pas tous cachés? Donc, il y en a qui est dans la prairie un peu plus loin, là au bout, qu'on voit très fort. Et comment expliquer? Je suppose que tu veux parler de la situation, comment on les avait placés. À peu près pourquoi on les a placés là et pourquoi ils ne sont pas cachés. Oui, ben, c'est assez dire qu'on les a placés à des endroits stratégiques qui étaient des carrefours de rue, mais seulement la nature a fait son œuvre et ils sont dissimulés parmi la nature. Donc, ce qui vous fait penser qu'ils étaient déjà comme ça avant. Non, ils étaient à l'air libre, comme on dit. Ils surveillaient les carrefours. Ils étaient prévus pour surveiller. Ils n'ont pas été. Et la deuxième question, pourquoi il y en a qui sont pour les chauves-souris et des autres qui sont encore ouverts? Puis il y en a qui sont... Qui sont réservés pour les chauves-souris. Ah, oui, oui, oui. Mais là, c'est un domaine que je connais très peu. Les chauves-souris, peut-être que Henri connaît les chauves-souris. Les chauves-souris se mettent suspendues pour vivre. Elles se portent par les poids des ailes, elles regardent la tête en bas. Et elles vont où il y a de l'ombre. Alors ici, pour les protéger, on a laissé des ouvertures. Dans certaines places, elles se cachent dans les clochers. Et ici, on leur a laissé un fortin pour se cacher et continuer à vivre, pour les protéger. Et les fortins, en fait, ils étaient à l'air libre, mais pas tout à fait, parce qu'on les recouvrait d'un treillis, un espèce de tapis, vert, gris, bleu, toutes couleurs différentes, et on mettait de la verdure. Et ils étaient cachés par de la verdure quand c'était un temps de guerre. Et alors ça s'enlevait après. Donc c'était des camouflages.
Donc on ne les voyait pas dans la verdure. Hugo. J'ai deux petites questions. Fort, hein, Hugo. En fait, avec les fortards, les bunkers, voilà, pourquoi les Allemands, ils en profitaient pas pour rentrer? Je crois que ce serait bien que vous expliquiez un peu, vous voyez, le contexte qui ne comprennent pas, ce qui est logique. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une masse de petites fortifications qui n'ont pas été occupées parce que c'est un autre problème. Est-ce que l'armée belge, à cette époque, n'était pas organisée assez? Et alors, je reviens à ce que je disais, l'œil et l'oreille du fort de Baptiste, donc oui, il était occupé en permanence. Et il a joué un rôle très important pour la vie du village. Il est fort possible qu'une de vos questions prochaines nous amènera à donner l'explication sur cette fonction. Je t'écoute. Là, avec l'étoile au-dessous, le PR23, est-ce qu'il était caché avant ou il était pas caché? En général, les fortifications n'étaient pas cachées. D'ailleurs, leur rôle était de défendre des carrefours, comme je vous disais il y a un instant. Donc, on ne pouvait pas les cacher. Ce qu'il y a, c'est qu'on a camouflé certaines fortifications en habitation. On a revêtu les murs extérieurs de la fortification en briques, on leur a mis un toit pour donner l'illusion que c'était une maison. Vous en avez au moins un ou deux à Tribaumont. Non, on a déjà vu, j'ai déjà vu. Tu les as déjà vus? Ils avaient l'apparence d'une maison, c'était pour tromper l'ennemi. Pas il y a longtemps, mais enfin, c'est autre chose. Est-ce que certains fortards ont été construits par les Allemands ou c'était tout construit par les Belges? Tout ça a été construit par l'armée belge avant la guerre. Ils ont commencé d'ailleurs très tôt, je crois que le fort de Baptiste a commencé à être construit. 35. En quel? 1935. En 1935. Mais fabriqué par des Allemands. Oui, bien sûr. Ça, c'est dire que là, mais ça c'est un autre aspect de la guerre. Les Allemands étaient passés maîtres de l'art de l'espionnage. Ils avaient des ouvriers allemands qui venaient travailler sur une fortification de l'armée belge. Ce qui veut dire que les plans intérieurs de beaucoup de fortifications étaient connus à 90% par les Allemands. Ça, c'est de l'espionnage. Ça doit arriver dans une autre Dimension. Mathias. Est-ce que souvent les Belges ils se camouflaient avec les habits des Allemands pour essayer de dire bonjour et puis les soldats ils sortent des buissons et ils commencent à essayer de... En général, une armée d'occupation, pour parler, elle prend un fusil. Ce n'est pas la meilleure façon de s'adresser à quelqu'un. Et ça, j'espère que vous ne le verrez pas. Oui, c'est la politique de la guerre, mais au final, c'est qui a gagné? C'est nous les Belges. Personne n'a gagné. La mort de gens, de civils et de militaires, c'est jamais une victoire. Quand on tue les gens, c'est pas une victoire. Voilà. Donc, ça c'est un peu de la philosophie. Personne n'a gagné, mais objectivement, sur le papier, le régime nazi a dû capituler sous la pression des armées anglaises, américaines et d'autres pays. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Mais pour ceux qui ont gagné, il n'y a aucun.
on entrait dans les portails? Ah, ceux qui n'étaient pas occupés, c'était pas compliqué, la porte c'était ouverte. Alors pour rentrer ici dans celui-ci que vous avez vu rue des Chenins, ils étaient aidés par le voisinage. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 ans, je crois. 5. 5, bon, tu vois, c'est une autre précision. Ils étaient aidés par les gens du village qui leur apportaient des légumes, des marchandises fraîches pour agrémenter leur séjour de militaire dans une casemate. Voilà, ça c'est le côté pratique des choses. Mais quand ils étaient bombardés par le fort de Baptiste, parce que l'armée allemande essayait de s'emparer, là, il n'y avait plus personne. C'était on souffle un peu et ses occupants étaient livrés à eux-mêmes. Ça nous amènera à une question très importante. Pourquoi faisons-nous la guerre? Ah, C'est encore une autre question. écoute, quand tu n'es pas d'accord à la récréation avec ton copain, et tu lui tapes dessus, ça ne va pas. Eh bien, c'est à peu près ça, ce sont des adultes qui l'ont fait. Bon, hein. Faut pas faire. Allez, ça va. Attends. Est-ce que c'était un vrai champ de bataille? Que c'était vraiment très 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 dangereux, par exemple, de faire 20 mètres pour aller voir quelqu'un? Oh, ça nous amène progressivement à notre arme. Il n'y avait pas de bagarre, comme vous l'entendez. Mais, suite à une information dont on n'a jamais su l'origine, le fort de Baptiste a bombardé, a tiré des obus sur Grand-Rochet, sur la foi de présence de troupes allemandes dans le village. Ce n'était pas juste, il n'y avait pas de troupes allemandes au village. Donc, la Grand-Rochet a reçu des obus du fort de Baptiste sur l'affirmation que des troupes allemandes séjournaient dans le village. Mais il n'y en avait pas. Non. Henri a Non, il y en a eu. Il y en a eu, oui. Oui. Mais, Il y a un qui portait la nourriture au fortin M23 oui, qui a dit il y a des Allemands dans le village. oui. Et il leur a même dit il y a l'instituteur s'est réfugié chez Cormeau. Mais alors Baptiste a tiré. Oui. Et c'était arrivé chez Cormeau. Oui, ben voilà, c'est le drame. Oui. C'est fort possible qu'il y en avait eu, mais pas en occupation. Non, pas en occupation, mais il y avait dans le village. Oui. Et Baptiste a tiré pour les évacuer, faire partir. Et malheureusement, Mais il n'y avait pas de troupes d'occupation. non. C'était des Allemands isolés, des soldats allemands isolés. Donc il y a, à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure, une information qui n'était pas. Oui, c'est ça. Peter. C'est qui a commencé les Belges ou Les Belges ne commencent jamais la guerre. Allez, ils ne sont pas faits comme ça, les Belges. Sur les Allemands, mais là, c'est l'histoire, que très longue à expliquer et qui n'est pas la gloire de l'être humain. En fait, ils ont commencé la guerre parce que les Allemands voulaient attaquer la France au départ. Ils voulaient passer par chez nous pour attaquer la France. Oui. Et sauf que nous, on ne voulait pas parce que la France, c'était nos amis. Donc ils ont commencé à nous attaquer. C'est ainsi dire que, oui, c'est un fait qu'il y avait un but d'arriver à ça, mais le but secret,
c'était que l'Allemagne nazie voulait dominer toute l'Europe. Or, il y a la France, mais aussi il y avait tous les autres pays, et ce serait très long à vous expliquer progressivement le processus qui a amené cette guerre. Mais il est à fait bien évident qu'il y avait un esprit de revanche des Allemands sur leur défaite de la guerre 14. Et ça va déjà devenir très loin pour vous expliquer. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ne sont pas revenues après la guerre Oui. Oui. Il y a eu un prisonnier de guerre qui n'est pas revenu. Et alors, ce qui est beaucoup plus triste, ce sont les deux enfants qui, ici en face, ont été tués par les obus du fort de Bathos. On ne visait pas la maison, c'était les enfants de l'instituteur. Donc ils habitaient ici, ils s'étaient réfugiés en France. C'est là qu'ils ont été tués par les obus. C'est le côté sinistre. S'il vous plaît. Si, c'était une école, mais devenue beaucoup plus grande. Non, mais on nous avait dit que les obus avaient tué effectivement les deux petites filles de l'instituteur et que l'instituteur habitait ici. Il habitait ici, ici à côté. Oui, donc sa maison. Voilà. Sa maison était là et les enfants étaient de l'autre côté de la rue. Ah, c'est ça, d'accord. C'est pas sur la maison que les obus sont Non, tombés. non, donc les enfants étaient réfugiés, je n'en sais rien. Vous savez, tout le monde était... les voisins avaient chacun la volonté d'aider l'autre. Donc, c'est une heure très difficile. Pourquoi est-ce que les enfants étaient en face là? Parce que là, il y avait des caves, et pas ici. S'il vous plaît. Il y avait des caves. Ah oui, probablement. Voilà une explication que tu me donnes et au fond, c'est exact. C'est quoi un obus? C'est une balle que tu mets dans un fusil, mais au lieu de le mettre dans un fusil, tu le mets dans un canon. Donc on tire une grosse balle, si tu veux, c'est un obus, plein d'explosifs. C'est drôle. Pendant la guerre, j'imagine que toutes les petites épiceries et tout ça étaient fermées. Donc comment on faisait pour manger? C'était l'art de la débrouille. Vous ne savez pas ce que c'est de l'art de la débrouille? Ce qu'on n'avait pas, il fallait soit un peu le cultiver, soit le trouver dans des circuits d'approvisionnement assez difficiles. Et ça nous amène à une exploitation. Et là, c'est un autre problème philosophique. Une partie de personnes qui profitaient de la misère ou de l'absence de moyens de son voisin. Mais ça, c'est une autre histoire qui est très difficile d'expliquer. Oui, bien sûr. Non. Allez-y, Non. monsieur. Pour les légumes, la campagne de Homo avait été réquisitionnée. Et alors, c'était transformé en jardin. Et alors, il y avait quelqu'un qui postait de garde la nuit. On n'a pas compris, on volait les légumes. C'est-à-dire qu'on avait réquisitionné La campagne de Homo, des prairies. chez moi. Oui, il y en avait sur la campagne Oui, aussi. oui. Et chacun avait un locataire qu'il cultivait. Et chacun qui avait des bêtes devait donner chaque année, proportionnellement de ses bêtes, et donner des bêtes pour avoir la viande. Il y avait un échange qui se faisait. Et ils étaient obligés, ils avaient un rôle de garde quotidien de relever pour qu'on ne vienne pas voler ce qui avait été cultivé. Ah oui. Est-ce que pendant la nuit, c'était calme, il n'y avait pas de combat? Est-ce que pendant la nuit, il n'y avait pas de bombardement, tout ça? Oh non, la nuit, il y avait le couvre-feu.
crois que c'était 10 heures. Allez, à 10 heures du soir, tout le monde devait être rentré. Et les carreaux, les vitres, devaient être occultés. Vous savez pas ce que ça veut dire occulter. On devait y mettre des papiers pour ne pas que la lumière passe à travers, pour ne pas donner des indications aux avions. Donc tout devait être obscur. Et à 10 heures du soir, tout le monde devait être chez soi. Est-ce que vous avez déjà visité avec des gens, aller dans... Oui, on est allé, pour le dire que nous sommes allés comme gamins, comme enfants, parce que après quand nous sommes rentrés d'évacuation, ben, les vestiges des fortifications étaient toujours là, et tous les gosses de cette époque sont toujours curieux de voir ces établissements, ces bunkers-là, que l'on ne connaissait que de loin, de l'extérieur. En fait, comment le fort de Baptiste a réussi à envoyer Les obus. des obus sur Crochet? Ah, il en est tombé. Il est tombé puisque les deux petites filles ont été... Et tu te demandes comment c'est possible, c'est ça, Chou? Oui. Comment c'est possible de Baptiste d'envoyer jusqu'au Ah oui, Porchat? oui. Le fort de Baptiste avait une portée autorisée. Je crois que c'était de 30 ou 35 km. Parce que les Allemands voulaient protéger, parce que la première ville allemande c'était Aix-la-Chapelle, qui n'est quand même pas loin de Baptiste. Donc ils avaient une portée maximum de 30-35 km, qui est suffisant pour venir jusqu'au Grand Chelem. Mais c'est un autre problème. Et tu as compris tout à l'heure quand monsieur expliquait, répondait à Raphaël, avec quoi c'était envoyé, Chou? Il a dit c'est comme des balles que tu mets dans un fusil, mais à la place de mettre dans un fusil, tu mets Dans un canon. dans un gros canon. Mais- Donc c'est ça qui... Oui. C'est comme si c'était un ratchol, c'est pas... C'est comme si c'était quoi, Chou? J'ai pas compris. Ben, c'est un ratchol, c'est pas... Un rat de sol. Ah ben demande à monsieur Royal. Est-ce que ça... Donc ce qu'il a difficile de comprendre, c'est... C'est assez dire que les obus, ils ont une coupe montante pour redescendre sur l'objectif. Ça ne serait pas être au ras du sol. Il y a la loi de la pesanteur. Si tu laisses tomber, si tu mets un crayon, il va aller vers le sol. Donc si tu veux qu'il aille plus loin, tu dois le lancer pour qu'il retombe. L'obus, c'est la même chose. Il monte et il redescend sur l'objectif. Voilà. Je crois que c'est un peu la physique, mais Ben oui, oui, oui. Donc, pose la question à Nathan. En fait, c'est où le fort de Baptiste? C'est à Baptiste. Baptiste. Oui, mais je vois pas vraiment où c'est. Ah, pourtant tu Par passes devant. exemple, là où on a fêté l'anniversaire de Julia, c'est là? Non, ça c'était le château de Franchement. Ah, c'est pas un château, hein, mais on en reparlera parce qu'on a déjà dit qu'il y en a certains qui ont envie d'aller les visiter avec leur famille. Si tu veux, je te montrerai une photo pour que tu repères. Mais si tu demandes à papa ou maman, ils te montreront. Hein. Il y a des visites, il doit y avoir des visites. Mais oui, on a regardé, c'est les week-ends souvent, mais Le samedi ou le dimanche. il y en a plusieurs qui sont intéressés. Juanito. Comme vous disiez, avant le confinement, on devait être rentré chez soi. Et si jamais tu n'avais pas de maison, que tu étais pauvre, comment est-ce que tu faisais? C'est assez dire que dans un milieu rural, chacun avait sa maison. Et ceux dont les moyens financiers, c'est un peu un terme un peu barbare, n'avaient pas, construisaient une maison avec des matériaux qu'ils trouvaient sur place. Mais chacun avait sa maison. Personne n'était en rue, en tout cas dans un milieu rural.
En ville, je ne peux pas vous en parler. Je n'y étais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, on ne pouvait pas rester dans la rue. Hugo. Est-ce que le chef, celui qui a décidé de conquérir l'Europe, en fait c'est ça ma question, est-ce que il s'est suicidé ou il est juste mort comme que les Belges l'ont tué? Je voudrais que tu me précises ta question. Tu parles de Hitler ou... Alors, essaye de reformuler ta question clairement, monsieur. Est-ce que Hitler s'est suicidé ou les Belges l'ont tué? Non, c'est assez dire que Hitler, c'était le représentant d'une idéologie raciste. C'est assez dire que pour Hitler, tous ceux qui n'étaient pas ariens étaient des Untermensch, qui veut dire qu'ils rejetaient tout ce qui n'était pas allemand. Ce qui nous a amené, ce qui a amené Hitler et d'autres, ça c'est une autre histoire à développer, à vouloir exterminer ceux qui ne lui plaisaient pas. Toi, en tant que citoyen de Gorchès, Hitler avait des idées. Ceux de Gorchès, ce sont des Untermensch, on les tuait, ou on les enfermait. Voilà, au fond c'est ça. À Gorchès, il y avait des maisons détruites quand il y avait quand on lançait des Je crois que Gorchès a eu la chance de ne pas avoir de destruction. Je crois que je n'en connais pas. Non, il n'y en a pas. Très peu de destruction. À part là. Oui, à part Ah oui, d'accord. Oui. Mais ce qui veut dire qu'il y avait eu très peu de destruction à ce point de vue-là. D'ailleurs, on a été très vite occupés aussi. Vous pouvez rappeler ce que c'est un couvre-feu? Hein? Couvre-feu. Ah, couvre-feu, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. À 10 h du soir, tout le monde devait être chez soi. Vous ne pouvez plus circuler. Pour aller au lit, au camp aussi, Vous ne vous pouvez avez plus ça. circuler. Il y a un couvre-feu, ça veut dire on doit tous être dans son lit. Pourquoi à ce on appelle ça moment-là. couvre-feu? Ceci Parce dire que tu couvres la lumière. oui, le couvre-feu, si on le prend dans le sens littéral du terme, dans chaque maison, il y avait un feu. On n'avait pas d'éclairage, mais cuisiner, il y avait un feu dans l'âtre, dans la cuisinière, n'importe quoi. Ou à l'extérieur, suivant les besoins. Donc le couvre-feu, on devait éteindre le feu. Donc cette expression-là veut dire éteindre la lumière. Voilà. Samuel. S'il y avait pas de si pendant le couvre-feu, quelqu'un était sorti dehors. Ah, mais si les patrouilles de contrôle allemandes te rencontraient, ou bien elles te foutaient en prison, ou bien elles te foutaient de raclée. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est long. Oh Oui, ce n'est pas comique, hein. C'est sérieux ce que monsieur raconte. Voilà. Donc il y avait la loi du plus fort qui oblige les autres à s'incliner devant la France. Ça n'existe plus maintenant, heureusement. Louise. Donc alors la guerre, elle s'est passée en Belgique. Elle, La guerre s'est passée en Belgique. elle s'est passée en Belgique, c'est passé dans toute l'Europe. L'Europe c'est grand, hein. Il faudra la défendre à vous autres. Parce que ça, je ne sais pas comment ça développer ça. Il y a des tas de gens qui voudraient bien recommencer certaines choses. Et ça, c'est notre problème. Eva. C'est dans toute la Belgique ou bien c'est seulement avec des parties différentes? C'est ainsi dire que la Belgique était un petit pays envahi avec tous les autres. Donc, encore une fois, c'est la domination du nazisme
Ils voulaient que l'Europe soit asservie à leur but et à leur dessein. Donc la Belgique, elle était là sur une carte, mais elle n'existait pas en tant que pays au-dessus des Allemands. Comme la Hollande, comme le Danemark, comme la Norvège, comme la France et d'autres pays, ça n'existait pas. Il fallait qu'il n'y ait qu'une armée. Moi, j'ai deux petites questions. Est-ce que ça existe déjà? Quand on se mettait comme ça, il y avait une grande lame qui descendait et qui te coupait à peu près les mains, la tête. Ouf, tu parles de la guillotine, toi. C'est quoi ça? Ah non, oui, je vois. En fait, c'est quand tu te fais tenir comme ça. C'est quand tu te fais tenir comme ça. Et quand tu as une grande lame qui tombe et qui te coupe la tête. Et Ça, je ne sais pas vous expliquer ça. Il n'a pas connu. Est-ce que vous avez connu la guillotine? Nous n'avons pas connu la Voilà. guillotine, je ne crois pas. Non, la peine de mort n'a plus été utilisée en Belgique depuis longtemps, hein. Oui, Ouais. Mais elle existait en Belgique, hein. je crois que le dernier guillotiné a été fait à la guerre de 14. C'est possible. Je crois. On va faire une pause parce que je crois que ce sera bien pour tout le monde. On va les laisser à leur récré et on va. Les loisirs, ils n'en avaient pratiquement pas. Si ce n'est que des réunions de jeunes entre eux, mais sans espace ludique comme vous avez maintenant. Pendant la guerre, forcément, après la guerre, quand elle était finie, votre comportement que vous aviez avant la guerre, il a sûrement changé parce que vous aviez d'autres habitudes. Ah, s'il a changé, je veux bien croire, on respirait. On reprend une expression. C'est dire que toutes les contraintes imposées par l'occupant disparaissaient. Donc pour nous, ça devenait liberté. Le grand mot, liberté. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais la liberté commence et elle finit quand on est en contact avec les autres. On n'est pas libre, il faut tenir compte de la liberté des autres. Est-ce que contre l'Allemagne, il n'y avait que la Belgique ou il y avait aussi des autres pays? L'Allemagne a voulu asservir toute l'Europe. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait des gens des autres pays qui combattaient contre l'Allemagne? Oui, l'Angleterre, les Américains, car qui nous devons beaucoup, et alors la résistance, les gens qui ne pensaient pas comme Hitler. Il y en avait en France, il y en avait en Belgique, il y avait de l'armée secrète. Donc pendant la guerre, il y avait encore des gens qui se sont dévoués, soit de différentes façons, soit pour aider des compatriotes qui n'avaient pas assez à manger ou se vêtir, et alors renseigner nos alliés sur différents mouvements de l'armée allemande. Donc c'est ce qu'on appelle la résistance. Donc il y avait une armée secrète pendant la guerre. J'ai une Et deuxième risquer question, leur- c'est pas Pardon. sur la guerre. Pardon? J'ai une deuxième question. Vas-y, chou, parce qu'on va tout doucement essayer de laisser aussi. Savez-vous quand les passages pour piétons ont été inventés? Ça, Ça, c'est une excellente question. le passage pour piétons était inventé quand les automobiles sont arrivés. Voilà, avant, il n'y a pas besoin. Avant, il n'y avait pas besoin. Ça chou. Tu ferais peut-être demander à madame de la sécurité routière. C'est jamais. Ou bien, Louise. j'ai un livre, on voit la première voiture et J'ai été distrait. Non, pas de souci. Louise. J'ai oublié ma question. Ah, Samuel. Est-ce que les voitures sont... Est-ce que les voitures d'avant sont les voitures aujourd'hui? Oh non.
C'est assez dire, c'est au vélo. Il n'est plus comme avant. Il est plus beau maintenant. Ah oui. Ah bon. Il y avait des roues aussi, mais les roues sont plus belles là, maintenant. Eh bien, les voitures, c'est la même chose. Les voitures de maintenant, pour peu qu'on les aime, sont plus belles qu'avant. Samuel, il y a des réponses qu'on a déjà eues beaucoup dans les livres. Hein, je trouve. Ici, on essaye de poser des questions auxquelles on n'a pas trouvé de réponse. Anaï. J'ai deux questions. Savez-vous à quoi ressemblait l'usine de textile à l'intérieur? De l'intérieur, avez-vous déjà été visité ou saviez-vous à quoi elle ressemblait? L'usine textile de Grand-Chat? Oui. L'usine textile de Grand-Chat appartenait à M. Pincelin, d'ailleurs, il était sur la plaque à l'extérieur, Mechelin. Et je crois qu'on travaillait la laine brute. On amenait la laine brute, il la lavait ou je ne sais plus quoi exactement, ça, je ne peux pas vous donner de précision. Mais ils employaient beaucoup de personnes. Donc, la force motrice, c'était une machine à vapeur. Donc, vous ne connaissez pas la machine à vapeur, c'était celle qui donnait l'énergie et qui faisait fonctionner tous les engrenages par courant. Donc là, c'était cette usine textile, voilà comment elle fonctionnait. On amenait des grosses balles de laine par camion, ou des charrettes avec des chevaux, tout dépendait. Et on les travaillait à l'intérieur. Parce que derrière cette usine-là, il y avait de l'eau. Il faut beaucoup d'eau dans ces usines. Les usines, les machines à vapeur demandent beaucoup d'eau. Il fallait beaucoup d'eau aussi pour laver la laine, je ne sais pas exactement. Je ne vous donnerai pas de détails, je ne les connais pas. Mais alors, au début de la guerre de 1941, M. Pincelin a vendu son usine à M. Rumeny d'Aix-la-Chapelle, un Allemand, qui lui était dans le textile aussi. Alors tout a changé, c'est une autre histoire. La guerre est arrivée, l'usine a été progressivement, elle a été mise sous séquestre, c'est-à-dire que c'était l'État belge qui en était propriétaire. Elle a été mise sous séquestre et puis alors progressivement, l'industrie textile a changé dans tout le pays, elle a fini par disparaître. J'en ai encore une. Pourquoi est-ce que l'usine de textile et l'école de laiterie ont-elles disparu? Enfin, n'ont-elles plus été là? Et aussi, juste rajouter, pourquoi est-ce qu'il y avait une école de laiterie? C'est assez dire que c'est une évolution économique, c'est un grand mot. L'industrie textile, qui était le fleuron de la ville de Verviers et des environs, a été progressivement remplacée par d'autres activités et donc automatiquement les usines ont disparu les unes après les autres. Et l'école de laiterie, pourquoi est-ce qu'il y en avait une et pourquoi elle aussi a-t-elle disparu? Est-ce que c'était la même chose que les autres? Celle-ci? L'école de laiterie. On a vu en regardant les vieilles photos qu'il y avait une école de laiterie chez la coiffeuse. Ah oui, 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 oui. Donc ils étaient un peu surpris que ça existe, une école de laiterie. C'est assez dire que, je crois que peut-être Henri a d'autres... C'est-à-dire, ça avait été organisé, on donnait aux dames la manière de faire du beurre, de faire du fromage. Et alors, pour les hommes, c'était des renseignements sur les animaux. C'était un professeur de zootechnie de Jean Blou qui venait donner ça. Et alors, il pouvait passer un examen en fin d'année. Et il y a deux photos reprises, 1903, la photo est prise en face, Oui, c'est ça. et 1904, la façade était ici. Ah, Et si on zoome, on voit le programme de la cavalcade de Herf en 1904, ici sur le mur. d'accord. Et Baptiste avait son école de laiterie en 1890. Ça fait des dates, ça les a mis à retenir. Non, c'est pas vrai. On a justement pris, les enfants avaient dû aller chercher une photo, enfin prendre une photo de la plaque dont vous parliez tout à l'heure. Donc il y a le nom du monsieur dont Non. monsieur Royal vous parlait, vous Non. voyez. C'est Bachelin. Non.
Ce n'est pas celui qui a fait l'usine, c'est le fils. C'est le fils, C'est Maurice. d'accord. C'est Maurice. Et Oui, ceci, oui, ah oui, oui, tu as ça raison. veut dire qu'on a eu, parce que les enfants se demandaient, on a eu l'eau potable en 38 alors. Oui. C'est ça? Parce que c'était l'élément que les enfants devaient trouver, mais on voulait être sûr que c'était dans tout le village, ça, du coup, qu'il y a eu la Ça c'est dire que le projet de l'eau a été mûri et mis en action déjà avant la guerre, Oui. ce qui était une avancée pour les villages. Et la raison, c'est qu'il y avait une source très importante, c'est pas l'endroit, c'est... Ce qu'on appelle la sapinière. Oui, la sapinière, exactement. Il y avait une source très importante. Ils ont construit sur le dessus du Grand Cher à Tribaumont une réserve d'eau, un château d'eau, si on peut appeler. Et ils ont, vu que le point roux était rempli, on pouvait redistribuer l'eau dans tout le village, ce qui a amené énormément de travaux. On était, disons, un petit peu en avance sur les techniques de l'eau. Ce qui veut dire que Grand Cher a été très tôt relié, pour ceux qui le désiraient évidemment, Bien sûr. au réseau d'eau potable. D'accord. On va essayer de. Je vais écouter les quelques questions et puis j'aimerais bien vous montrer 2-3 photos à M. Royer et M. Valoc qu'on avait faites dans le village. Vous vous souvenez, on avait quelques questions pour certaines. Et après, que M. Royer puisse peut-être raconter un petit peu, comme ça, l'histoire d'une journée à Grand Chat autrefois ou quelque chose comme ça. On va voir. Donc, on termine, on essaye de bien prendre des notes. Nathan? En fait, on ne devait pas vous parler de l'usine de Verviers de laine. C'était dans nos questions pour le livre, mais pas spécialement pour M. Royal. On a déjà posé ici une question avec l'usine de textile. Mais si, dans nos recherches, ça y est. Ah. Oui. Est-ce qu'il y a des animaux? Les animaux, mais il n'y en avait plus que ça pour finir. Beaucoup de fermes. Je crois que Henri nous a donné tantôt un chiffre. 52. Il y avait 52 petites fermes. Moi, j'habite dans une ferme. Et il y en a combien maintenant à Grand-Chat? 3, oui, je pense que c'est 2, 3. Ouais. Moi, j'habite dans Vous une vous rendez ferme. compte, les amis? Clément? Pourquoi au-dessus de cette plaque, il y a un genre de robinet À ton avis, on a dit que c'était une plaque pour quoi, Chou? C'est la plaque de quoi, Loulou? Dis un peu le titre. de distribution d'eau? Qu'est-ce que ça veut dire, distribution d'eau? On vient d'en parler, les amis, c'est quoi? Quelqu'un peut lui l'aider à comprendre? Amélie? Donc l'eau dans les... Robinet. Donc voilà pourquoi il y a un robinet au-dessus. Chou. Ensuite, Anaï? La petite dernière, pourquoi est-ce que l'école de lettres a-t-elle disparu aussi? Ah, pourquoi? L'école de lettres a-t-elle aussi disparu? L'école de laiterie, pourquoi est-ce L'école qu'elle de a laiterie, disparu? c'est assez dire que l'école de laiterie, je ne peux pas vous répondre exactement, mais la guerre de 14 est arrivée, je suppose que ça a modifié. Et puis c'était des cours pour adultes. Hein. Oui, c'était pour adultes. Ce ne sont pas, quand on parle d'école de laiterie, il ne faut pas la comparer à une école comme ceci. C'est des cours qui se donnaient le soir. On avait vu ça, on avait vu que les dames qui étaient sur la photo, elles avaient l'air plus âgées que vous. Hein. On avait vu que c'était des adultes, des jeunes Oui. adultes. Spécialement contente. Non, elles ne souriaient pas beaucoup. Raphaël? Moi, j'ai le truc, ma maison, c'était une vieille ferme, c'est une vieille ferme. Et la sapinière, je crois que c'était derrière chez moi, dans un grand champ. Avant qu'il y ait les travaux, il y avait plein de sapins derrière dans le champ derrière chez moi. Et quand les travaux ont été faits, il y a quelques années, ils ont commencé, et ben ils ont arraché tout. Il habite juste ici en face, Raphaël. Là, Mais- il y a une allée, Voilà, je ne et sais pas. dans le fond, il y a un grand champ. Et avant, il y avait plein de sapins. Oui, c'est ça, mais je crois que Henri en a parlé de la sapinière, c'était l'endroit où la source donnait
le plus. D'ailleurs, le chemin qui va de Grand Rochet à Xordès, il était impraticable, parce que ce n'était pas un chemin. Si vous voulez regarder, quand vous descendez du Grand Rochet, il y a une maison qui est bâtie en contrebas. Ce qui veut dire que la route a été faite après, plus haut. Parce que le fond du Grand Rochet, de ce côté-là, n'était qu'une mare d'eau. Il n'était qu'une mare. Voilà. Donc on ne passait même pas. Qu'à certains moments de la nuit. Et alors la route a été refaite, on l'a rehaussée, on a fait un pont sur le Bola. Et l'origine du mot Bola, ça veut dire quoi? Tu sais, Raph, vas-y. Bol. Bol là-bas. Moi, en dessous de je suis dans la ruelle et en dessous, il y a la rue. Oui, mais le Bola, pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce nom-là au ruisseau? Anaïs. Il nous avait dit parce qu'il y avait un bois, une forêt, mais... Tu sais, toi, Chou? Parce qu'il y avait la rue du Bola. Bon, la rue du Bola, elle s'appelle comme ça parce qu'il y a le ruisseau, le Bola. Mais monsieur, il demande pourquoi est-ce qu'on a donné le nom Bola. Ah, je crois que personne ne sait. Moi, Mais non, voilà. je n'en sais rien. C'est pas compliqué. Bola veut dire bouillon, bouillonne. Ça, c'est de l'eau qui bouillonne. Ça veut dire que c'est une source qui surgit. Et vous avez encore la même chose dans le pays de Her. Vous avez le mot Bolan, le village de Bolan. C'est aussi, ça dérive aussi d'un ruisseau qui bout, qui était très, très vivant. Et on l'a appelé le Bola parce qu'il bouillonnait. Ah oui, Oui, c'est ça. c'est pas. Oui, pas. Parfois, nous avons besoin. Bien sûr. Louise. Comment on faisait avant que vous soyez Ah, avant, ben, on allait chercher au puits. Il y avait des puits dans tous les coins. Ah, encore quelque chose. Comment est-ce que vous appelez en poids, tombé sur les épaules, et on laisse prendre dessous. C'est Samuel qui veut le retenir dans les glaces d'eau. de quoi? Le truc là qu'on met. Ah, Nathan, il se souvient. La paloche. Oui. En français, c'est la paloche. Non. Et en wallon, c'est tout porqué. Non, c'est pas la paloche. Et La paloche, c'est quelque chose qu'on met sur l'épaule. oui, Uniquement. on avait vu les deux. L'autre, Ah oui. l'autre, c'est un Oui. porte-seau, Un porte-sous. Oui, il y avait un les deux. horquet. Oui, Oui, tout à fait. oui, c'est bien possible. Et alors, cette fameuse pompe là, qui Oui. est là au bout, vous voyez, Oui, oui, oui. c'est une pompe, ce n'était pas là son endroit. Hein. Non. Elle a été mise Elle a là. été mise après, oui, oui. Elle vient des Forbos, Elle venait d'où? de la station de pompage. Elle vient des Forbos. Fort beau. C'est tout près de chez. C'est toi qui parlais de ça, non, Hugo? C'est pas tout près de chez toi, ça? Non, ça te dit rien. Forbos, c'est près de la Sapinière, c'est cet endroit-là. Oui. C'est pire. Ah ben non. D'accord. Et en dessous du Bola, après que la route ait été faite, il y avait une estrade, et le pont, et les paysans, ou ceux qui avaient besoin avec leur le tonneau à eau, venaient s'aligner contre, et il y avait une pompe en main qui tirait l'eau du puits, de la ressurgescence du Bola. On tirait l'eau pour abreuver le bétail et tout ça. Et alors les charretiers s'arrêtaient souvent là, parce qu'ils revenaient du charbonnage, ils amenaient du charbon, ils s'arrêtaient à cet endroit-là pour faire reposer les chevaux, les faire boire. Et la petite maison, un peu en contrebas, c'était la maison de mes grands-parents, où il y avait une activité, un peu café, un peu cordonnier, tous les métiers se rencontrent. Voilà. Donc, Super. il fallait reprendre, quand ils avaient abreuvé les chevaux, les hommes aussi, hein, mais il fallait reprendre la montée. C'est
a des choses. C'est fini pour les questions, les amis? Oui. Il y avait, je réfléchis dans toutes les photos qu'on avait prises au début de l'année. On avait remarqué qu'il y avait des blasons là sur certaines façades. Et il y a souvent... et donc on avait regardé dans les livres et on s'était rendu compte qu'il y avait le symbole. Et il y avait ici une espèce d'oie. Et donc ça, on avait vu que c'était sur les blasons de Grand Rchin à l'époque, de la seigneurie. C'est le blason de la seigneurie. C'est le blason des seigneurs de Woestenrath. Oui, C'est ça, d'accord. Et là, on s'était demandé, tiens, on dirait une vigne. Enfin, vous voyez, on ne savait pas très bien ce qu'il y avait sur l'autre pierre. On s'était demandé, est-ce que c'est du raisin, est-ce que c'est des pommes de terre, est-ce que ça avait des significations comme à l'époque, comme on voit parfois à Liège, où ça indiquait les métiers des gens, ou ce genre de trucs, mais... Les bourgeois, enfin, ceux qui étaient un peu importants, avaient un blason. Oui. Et quand ils faisaient construire leur maison, ils mettaient le blason de leur maison. Chez moi, il y a un blason où on voit 3 clous. C'est un cloutier. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça, mais ici, du coup, ça ne donne pas d'indice... C'est de quelle maison, celui-là? Ah, Parce qu'à Stocky, il y a un blason. chez la pédicure. Donc, nous, c'est tout, presque tout ici sur la place. Parce qu'à Stocky, il y a un blason dans la plus vieille ferme, la plus vieille maison de Stocky. Oui. C'est les armes de Daniel Closset, qui était bourgmestre. La maison date de 1621. D'ailleurs, On n'est pas encore allé par là. cet endroit-là, ça va, c'était le lieu de passage des gens de Grand-Rochet en général vers Xandelès et Soumagne. Parce qu'ils ne savaient pas passer dans le Vola, dans la raison que c'était toujours plein. C'est ça. D'ailleurs, la route qui va au cours à Hotles, elle a failli ne pas avoir lieu. Parce que le chemin, c'était Stocky, on monte la route de la Chapelle et on prenait la ruelle de Dor. Et le projet était de faire ruelle de Dor directement sur l'église de Hotles. Oui. Et ça a été discuté pendant des années, et puis pour finir, ils ont choisi par au cours. Ah oui. D'accord. Ok, bah écoutez, le temps passe très vite. Dans 7 minutes, l'école est presque finie. Enfin, non, 7 plus 5, parce qu'on a encore le droit un petit peu. Donc, je ne sais pas, moi, je suggère... Enfin, si vous avez envie de raconter quelque chose de particulier... Je crois, je peux avoir exprimé ma vie, si nous avons pu vous faire connaître ce qui existait il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est très intéressant. Et comme je le disais à Mme Valelin, gardez toujours cette façon d'aborder tout le monde avec beaucoup de sympathie. C'est très important. Merci. Merci aussi. Merci beaucoup. Vous verrez si ça... Voilà. Non, je ne fais pas l'interrogation. C'est juste que ça devrait leur servir à nourrir leur livre. Rien d'autre, les amis. Profitez-en, c'est là. Ça passe beaucoup des petits mots par là. Je ne suis pas... Mademoiselle Léane. Et comme je n'ai pas de mallette, je monte. C'est vrai, vous n'avez pas de devoir. Oui, parce que vous n'aviez pas, vous autres, vous avez des sacs. Nous autres, nous avions une mallette. Oui, bien sûr. Mettez au dos. Elle servait 3 générations. Ça veut dire quoi, elle servait 3 générations? Juanito? 3 ans. Haha, non, pas 3 ans. Clément? Elle servait à 3 choses. Non, pas 3 années. Julien? Les générations, ben, c'est par exemple, il y a notre génération, ben, on est des enfants. Il y a la génération des adultes, des parents, la génération des grands-parents. Donc, Si, si le grand-père avait une mallette, le papa allait à l'école avec la même et le petit-fils allait à l'école avec la même. C'est ça que ça veut dire 3 générations. Oui, Raphaël. Mais est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça veut dire que c'est la même mallette que ton papa quand il était petit, qu'il allait à l'école, et que celle de ton grand-père quand il allait à l'école? Ça n'a rien à voir. Oui. Est-ce que vous allez voir
que vous pouviez inviter vos copains à venir jouer à la maison et tout ça. Oh, oui, il s'invitait tout seul. Il y avait une, comment vais-je dire, une camaraderie. Le voisin joue avec le voisin. Et s'il y avait un mauvais coup à faire, partir. Ne dites pas qu'on faisait des mauvais coups. S'il y avait une petite bêtise à faire, on les faisait ensemble. Oh Non. Ça ne vous arrive jamais, évidemment. si, Ben non. on fera pareil. Donc, Papa, quand il était petit, il faisait plein de bêtises avec ses copains. Eva, Eva. Est-ce que vous aviez des lunettes en bois ou des lunettes ben, j'avais eu des lunettes très tôt parce que j'avais sûrement une... Il avait une bonne vue. Mais on les a abandonnées. Les lunettes, c'était quelque chose. L'ophtalmologue, c'était Voilà, pas souvent c'est celui moi. qu'on connaissait. Ouais, souvent maintenant. Oui, Daphné. Lui, il y avait un médecin, c'était très bien. Il soignait, je dirais bien à peu près tout, avec le même produit. Un peu comme nos médecins aujourd'hui. Moi, à chaque fois que je suis malade. Non, pas du tout comme aujourd'hui, Célia. C'est bien ce que monsieur aime bien de faire comprendre la chose. Sarah. Est-ce que vous avez eu des blessures pendant la vie? Ah, si tu as bien... Je réponds à sa place. Enfin non, je ne vais pas répondre. Allez-y. Si tu as bien écouté ce que monsieur a expliqué au début, il était ici, lui, pendant la guerre. Comment il est parti en France? Elle demandait si vous aviez été blessé à la guerre. Non, heureusement. Oui. Heureusement. Nous n'avons pas été C'est blessés, très grave. les gosses, mais on peut dire que dans l'ensemble, le grand frère n'a pas eu par les petites filles et un décès de prisonniers et des déportés qui ont subi beaucoup je ne dirais pas de torture, mais de vanille en Allemagne. Non. C'est exceptionnel. Voilà. Les 4 dernières, les amis. Célia, vous êtes parti avec votre famille en France. Oui. Nous autres, je n'avais que 11 ans. Toute la famille est partie, voiture, camion et tout ce qu'on pouvait. On évacuait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous et d'autres, hein, il y en a qui sont allés jusqu'à Liège et qui sont revenus à pied. Je me souviens que mon épouse, ils sont évacués aussi. Et pour les vêtements, on lui avait mis 3 vêtements sur le corps. Il faisait très chaud. Comme ça, on avait 3 vêtements et on partait à pied ou à vélo. Vous voyez que... Et pendant la guerre, comme il y avait très peu de ravitaillement, les enfants, j'avais 16 ans, allaient avec un parent, un oncle, faire le tour des fermes pour avoir quelques litres de lait. Et jusque dans les fourrons, ils allaient à pied pour aller glaner un peu de grain, un peu de lait pour nourrir la famille. Et vous l'avez fait? À pied. Faites le coup. Loin? Oui, Voilà. on regardera sur la carte. Je crois qu'il faut pas terminer sur une note qui n'est pas bonne. Non. Mais j'allais vous demander, moi j'aurais bien voulu que vous leur disiez peut-être un petit mot pour le 8 mai. Ah mais j'ai Oui. un texte qui est C'est déjà pour fait. leur rappeler le pourquoi et Mais pourquoi c'est l'importance de C'est venir. dire, Nous souvent on fait une chanson je avec ne le Monsieur dévoile. Léjon. je ne vais pas dévoiler, mais Ah non! je vais faire un historique de ce qui s'est passé avant la Oui, guerre. oui, mais juste Bon. leur expliquer ce qu'il y a ici pour eux le 8 mai, quoi. Enfin, Oui. c'est tout. Je vois que Madame Directrice, si vous avez un programme de chant, Oui. je la reverrai. Bah, on n'a pas encore fait cette année, mais on fait souvent. Oui, mais souvent. L'année dernière, c'était magnifique. Les autres années aussi. Oui, ça fait quelques années qu'on chante. Hein. Oui. C'est bien. Non, ça fait partie. Julien. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez croisé des Allemands sur votre voyage pour partir Pour en France? revenir, oui, il a bien fallu. C'est ce qu'on appelle la ligne de démarcation.
Oui. On rentrait en pays occupé. Là, vous les voyez. Les verts de gris. Oui, je vous disais tout à l'heure. Maintenant, c'est changé. Et heureusement. Et est-ce que quand on fait hommage devant le monument, c'est filmé? Quand on fait hommage devant le monument, oui. C'est filmé? C'est filmé? Filmé? Ah, ça, je ne sais pas. On l'a jamais Ça, fait, je ne sais pas. Peut-être que Henri, je ne sais pas. Non. Pour mettre Eva. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous alliez à l'école en uniforme? Oh non, l'uniforme, ça n'existe pas. Et la deuxième, c'est est-ce que vous aviez, je sais pas moi, les filles, des bijoux, des bracelets? Ouh, des baskets. Non, des bijoux. Des bijoux. Je crois que c'était une notion qui ne nous effleurait même pas. On n'en connaissait même pas la signification. Clément. Moi, la question, c'est combien vous étiez dans une... combien il y avait de place dans une voiture? C'est assez dire. Il y avait en général 5 places dans une voiture, mais il arrivait parfois qu'on en mettait un peu plus. Oui, dans la coffre. Moi aussi, dans la Un petit mot de la fin. Je remercie Madame Alain, Henri, et vous autres tous qui avez participé d'une façon très suivie, avec des questions pertinentes sur la façon de vivre dans un village. Et merci à vous tous. Et merci de continuer. Avant de partir, vous faites le start de transport.